Aux quatre coins du monde, d'étranges phénomènes se produisent. Appelées lumières mystérieuses, elles apparaissent spontanément, sans aucune explication plausible. Elles se déplacent parfois à des vitesses effrayantes. Sur notre radar, on a enregistré des vitesses de 30 000 km/h. Les enquêtes scientifiques ou gouvernementales menées dans le monde entier restent infructueuses à ce jour. Reste la question cruciale, ces lumières sont-elles d'origine naturelle ou bien sont-elles du domaine du paranormal ? Boulder, Colorado, 2006. Un groupe d'amis se détend auprès d'un feu de camp. À l'horizon, un orage approche. Au début, on ne remarque que le tonnerre et les éclairs. Puis une chose étrange apparaît dans le ciel. Ce n'est pas un avion et rien n'explique sa présence. Mais les scientifiques ont donné un nom à ce phénomène. Ils les appellent lumières mystérieuses. Des phénomènes semblables ont déjà été recensés dans de nombreux endroits retirés des États-Unis, comme à Marfa au Texas. C'est un des lieux les plus connus en Amérique pour ses étranges apparitions de lumières mystérieuses. Chaque année, des milliers de touristes font le déplacement dans cette région désertique pour observer ce phénomène de leurs propres yeux. Cette région désertique est peu habitée et aucune des sources de pollution lumineuse ne peut être à l'origine de ces apparitions. Ces lumières sont des objets volants non identifiés dans le vrai sens du terme. On a vu des lumières, aucun doute là-dessus. Au début, on ne savait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, ça faisait comme des lumières qui bondissaient à l'horizon. En revoyant les images au ralenti, on note une chose extraordinaire. Une lumière disparaît au moment où une autre s'approche vivement pour la rejoindre. Puis elles s'évanouissent toutes les deux simultanément. Un tel comportement fait dire à certains qu'il y a une espèce d'intelligence à l'origine de ces lumières. Elles montent et descendent, elles se cachent les unes les autres, puis elles tourbillonnent en changeant de couleur. Certaines rencontres laissent parfois aux observateurs une impression de malaise. En 1994, ma famille était venue me rendre visite et on est allé observer les lumières à Marfa. J'ai toujours trouvé ça fascinant car c'est un phénomène que personne n'arrive à expliquer. On s'attendait à voir le spectacle habituel, mais cette nuit-là, on a vu une chose complètement différente, qui sortait vraiment de l'ordinaire. Après avoir observé le ciel de Marfa pendant quelques heures, la famille décide de reprendre la route pour rentrer. Mais tandis qu'ils roulent sur l'autoroute déserte, ils réalisent soudain qu'ils ne sont pas seuls. C'est quoi ça? Il y a des lumières! Non, t'arrêtes pas, Joe! Elles nous suivent! J'ai commencé à avoir vraiment peur. Les lumières venaient de nulle part et je n'avais pas envie qu'elles nous rattrapent. Les lumières continuent de les suivre sur la route. Ça devenait de plus en plus gros et on a commencé à sérieusement paniquer. C'est vraiment bizarre. On se disait, oh non, c'est les fameuses lumières. Soudain, une voiture apparaît sur la file d'en face et se dirige droit vers la sphère lumineuse. Et là, on aurait dit que la lumière avait compris le danger qui l'attendait. Elle a diminué de volume, s'est évanouie et la voiture d'en face a freiné brutalement, comme si elle aussi avait vu la lumière. C'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Je sais parfaitement ce que j'ai vu. Et on n'a rien inventé. On a tous vu la même chose.
Ce sont les témoignages comme celui de Lydia qui incitent le chercheur James Bunnell à percer le mystère des origines de ce curieux phénomène. C'est une énigme passionnante et j'adore les énigmes. Si je peux me permettre cette analogie, c'est un peu comme essayer de résoudre un crime. On a quelques indices et en analysant ces indices, on essaye de trouver une explication cohérente de la situation. Ancien ingénieur aérospatial à la NASA, James Bunnell possède des compétences bien utiles pour étudier les lumières mystérieuses. Il a construit lui-même ses stations d'observation autonomes afin de détecter les éventuels phénomènes aériens de la région. Les caméras se déclenchent automatiquement à la nuit tombée et transmettent les images à un appareil d'enregistrement numérique. Elles lui ont déjà fourni d'étranges images, telles que cet étonnant halo de lumière à l'horizon. Une nuit, j'ai compté jusqu'à 5 sources de lumière qui étaient plus grosses et plus lumineuses que toutes celles que j'avais croisées jusqu'ici. Elles semblaient liées à l'activité électrique qu'il y avait cette nuit-là, car c'était une nuit très orageuse. Au début, il y avait juste 2 petites lumières. Elles ont brillé un moment, puis ont disparu, et une troisième est alors apparue en formant une espèce de halo lumineux. Ce halo devait mesurer 1,5 km de large et 1 km de haut. Le halo illumine le ciel comme les lumières d'une ville, sauf qu'il n'y a que le désert alentour. Et malgré toutes les données que James Bunnell a récoltées, il n'a toujours pas trouvé d'explication rationnelle à la présence des lumières de Marfa. Il a pourtant une théorie, selon laquelle elles seraient provoquées par quelque chose venant de notre planète. Je pense que les lumières sont le résultat d'un processus chimique. Sa théorie s'appuie sur des preuves apportées par les photographies qu'il a prises. Sur certaines de mes photos, on remarque des espèces de résidus tangibles. C'est-à-dire que l'on voit la lumière se désagréger et former des traînées, comme si elle perdait de l'énergie. Et parfois, on voit même ces particules dégringoler vers le sol. James Bunnell a parlé à des témoins qui déclarent avoir même touché ces résidus. Des gens se promenaient une nuit sur une route de campagne et ils ont vu quelques-unes de ces lumières mystérieuses voler au-dessus d'eux. Une de ces lumières semblait ralentir et perdre de l'altitude. Elle a fini par atterrir sur le sol à côté d'eux et un des témoins affirme qu'il a réussi à toucher un de ces résidus du bout des doigts. Et c'était comme un résidu tangible. Si la lumière mystérieuse est composée d'un cocktail chimique particulier, alors elle risque de laisser derrière elle une empreinte spectrale qui nous renseignerait sur sa composition exacte. Chaque lumière possède sa propre signature spectrale. Comme vous le savez, la lumière est constituée de radiation. Et la lumière blanche est une combinaison de toutes ces radiations. Et quand on étudie une lumière spéciale, comme par exemple celle de la vapeur de sodium, quand le sodium est à l'état de plasma, il a des caractéristiques très distinctives. Pour observer ces caractéristiques, James Bunnell utilise un appareil scientifique appelé spectromètre. Cet arc-en-ciel représente le spectre de la lumière visible. Différents éléments ne reflètent qu'une portion du spectre, représentée par ces raies verticales. En analysant la signature spectrale d'une lumière, on peut découvrir quelle est sa composition en comparant les spectres de divers éléments chimiques. La nuit tombe sur Marfa. James Bunnell scrute patiemment le ciel à l'affût des lumières. Mais tester le spectromètre sur des objets lointains et mouvants est difficile et peut parfois donner de faux espoirs. En voilà une. Non, c'est trop puissant. C'est des phares de voiture. Mais soudain, une chose étrange apparaît à l'horizon. Il y a une lumière derrière vous. Je vais essayer de l'observer de plus près. Je vais diriger le spectromètre vers elle. Après quelques observations, la lumière disparaît.
Et la conclusion de Bunnell est tout sauf mystérieuse. À mon avis, c'était un train. James Bunnell n'obtient pas les indices nécessaires pour déterminer la composition chimique de la lumière et décide d'en rester là pour cette nuit. C'est là qu'est toute la difficulté. Être là au bon moment, quand les choses se passent. Demain soir, ce sera peut-être plus fructueux. Mais Bunnell ne se décourage pas et poursuit inlassablement sa quête. À 800 km de là, une équipe de chercheurs se dirige vers les Brown Mountains en Caroline du Nord. Ici, beaucoup de gens pensent que les lumières sont d'origine paranormale. Des gens pensent que les lumières viendraient de fantômes emprisonnés dans ces montagnes. Joshua Warren, écrivain et enquêteur dans le domaine paranormal, étudie les lumières mystérieuses des Brown Mountains en Caroline du Nord depuis des années. D'après des légendes indiennes datant de plusieurs siècles, des gens ont vu des lumières étranges, sphériques et multicolores, se déplacer au-dessus des sommets de ces montagnes. Et on les considère généralement comme la manifestation de fantômes ou d'esprits défunts. D'après la légende, en l'an 1200, une violente bataille aurait eu lieu dans ce secteur, opposant des guerriers de différentes tribus indiennes. À la suite de la bataille, des jeunes filles indiennes seraient venues pendant la nuit, en s'éclairant avec des torches, pour examiner les corps qui jonchaient le champ de bataille, à la recherche d'éventuels survivants appartenant à leur tribu. Des gens pensent que les lumières mystérieuses sont des vestiges de cette terrible bataille, comme une activité fantomatique qui serait emprisonnée dans ces montagnes. Les enquêteurs spécialisés préfèrent parler d'apparitions résiduelles. Ils pensent que des événements négatifs peuvent s'imprimer dans un endroit et qu'alors la tragédie s'y rejoue encore et encore. Mais Joshua Warren est bien décidé à éclaircir le mystère de ces lumières. Pour l'assister dans sa tâche, il s'est entouré d'une équipe d'enquêteurs expérimentés dans le domaine du paranormal. Ils utiliseront tout un arsenal d'appareils afin de récolter le plus d'informations possible. Tu en es où? C'est bon pour la vision nocturne? Dean Warsing dirige le groupe chargé de la vision nocturne, primordial pour observer le phénomène. L'appareil photo est amovible et peut se fixer où on veut. Les jumelles de vision nocturne permettent de zoomer sur n'importe quelle lumière. Et pour les contacts radio, on sera sur quelle fréquence? 18? Brian Irish est l'un des plus grands spécialistes des images de l'équipe. Il a déjà enregistré le phénomène. En 2000, il a capté ces images de lumière dansant sur les flancs de la montagne. On a apporté un compteur Geiger qui détecte les rayons X, bêta et gamma. Mika Hanks surveillera le compteur Geiger pour détecter les signes de radioactivité dans la zone. La présence de radioactivité serait un indice précieux pour découvrir la nature des lumières. On va pouvoir balayer l'intégralité du spectre ce soir. Et avec le détecteur de champs électromagnétiques, on devrait avoir une analyse assez complète. Plus on sera nombreux pour observer, mieux ce sera. Chris McCollum sera en charge des détecteurs de champs électromagnétiques. Les enquêteurs pensent que les épaisses couches de granit de la zone montagneuse pourraient créer d'importants champs magnétiques à l'origine des lumières. Bonjour John, bienvenue. Le géologue John Connor se joint à l'équipe comme consultant. Quelles sont les particularités physiques de ces montagnes qui seraient susceptibles d'expliquer l'apparition de ces étranges phénomènes? Le terrain ici est principalement granitique. Et par conséquent, il y a une concentration élevée de quartz. Les lumières viennent peut-être d'un effet physio-électrique, car quand le quartz est sous pression, il peut émettre une décharge électrique, un peu comme l'allume-gaz de votre cuisinière. Cette réaction pourrait s'appliquer ici. Ok les gars, au boulot.
À la nuit tombante, l'équipe se sépare pour regagner les 3 postes d'observation. Le poste numéro 1 est situé sur un promontoire sur le versant gauche des Brown Mountains. Ici, les enquêteurs récolteront les mesures du compteur Geiger et du détecteur de champs magnétiques. Le poste numéro 2 a un rôle stratégique et se concentrera sur la vision nocturne pour repérer les lumières. Le poste numéro 3 est sur un promontoire opposé et permettra à l'équipe d'observer les lumières d'un autre angle de vision. Les 3 postes offriront une vue panoramique des gorges où les témoins disent généralement avoir vu des lumières. Je pense qu'on a bien balisé le territoire. Si les lumières apparaissent, les hommes seront fin prêts. Mais ils ne sont pas les seuls à chercher des réponses. À 64 km de là, à l'observatoire de l'Université des Appalaches, le professeur et astronome Dan Catton étudie aussi les lumières des Brown Mountains. Ça fait environ 15 ans que j'étudie les lumières des Brown Mountains avec une approche scientifique. Car je crois qu'il est de la responsabilité de la science d'analyser des phénomènes dits anormaux. Bien que Dan Catton reconnaisse que ces lumières sont étranges, il ne croit pas qu'elles soient d'origine paranormale. Ce qui paraît le plus plausible, c'est que cela soit lié au phénomène de foudre en boule. La foudre en boule est un phénomène assez rare qu'on observe parfois par temps orageux. La foudre en boule présente une sphère de gaz qui brille, vole, vient de nulle part et disparaît. On ignore comment la nature procède, mais il y a eu tellement de témoignages oculaires du phénomène que c'est vraisemblablement un fait réel. Les scientifiques de l'Institut Max Planck à Berlin ont recréé des nuages qui ressemblent à la foudre en boule. Cependant, ces nuages générés par un courant électrique appelé plasma ne vivent qu'une demi-seconde avant de se dissiper. Le problème, c'est d'arriver à confiner ces plasmas. On a une grosse boule de plasma au-dessus de nos têtes qui s'appelle le Soleil et qui est une boule de plasma dont la cohésion est assurée par la gravité. Mais en laboratoire, on a seulement réussi à enfermer ces plasmas dans un récipient en verre. Pour illustrer son propos, le professeur Catton va réaliser une expérience très simple avec un four à micro-ondes classique. Une flamme enfermée dans un récipient en verre est chauffée à l'intérieur d'un micro-ondes. Le micro-ondes énergise la flamme et la transforme en une boule de plasma. Mais Joshua Warren et son équipe à Brown Mountains pensent que le phénomène a une source bien plus mystérieuse. Au bout de 2 heures d'observation, leurs instruments se mettent soudain à réagir violemment. Ah, ça c'est super bizarre. Le détecteur de champs magnétiques se déchaîne. Je n'ai jamais vu l'aiguille dépasser le 50 sur cette machine. C'est le signe d'une fluctuation brutale de champs magnétiques de la montagne. Puis le poste numéro 2 enregistre une image. Dean à Joshua, répondez. Poste 1 à poste 2, j'écoute. On a repéré une anomalie en bas des gorges. C'est ici sur l'écran, vous le voyez? Juste au-dessus de mon doigt. Si c'était un feu, on verrait de la fumée avec cet appareil. Le poste 3 a également remarqué une anomalie. Warren arrive pour constater par lui-même. Bon, très bien. Je vais pointer le laser dans la direction de Josh. Ils utilisent un rayon laser pour repérer l'anomalie. Ok, je l'ai. Joshua Warren zoome sur la lumière afin de récolter quelques indices. Les lumières mystérieuses semblent bien décidées à se manifester ce soir. On va l'enregistrer avec la caméra thermique. Si c'est un feu de camp, on le verra tout de suite. C'est bon, je l'ai. La caméra thermique n'a pas l'air de réagir, ce que ferait un feu, à moins qu'il soit trop loin pour qu'on le capte. L'équipe utilise un thermomètre à longue portée pour voir si un feu est à l'origine de la lumière. Ça indique 59, 60. C'est froid. C'est beaucoup plus froid que l'environnement immédiat. Soudain, une lumière bleue apparaît au loin. T'as vu ça, Josh? Je ne comprends pas du tout ce que c'est. C'est quoi, d'après toi? C'est bizarre. Elle apparaît bleue en vision nocturne. C'est peut-être un reflet de quelque chose. C'est quoi ce truc? Poste 1, à vous.
Il y a juste une minute, Dean a capté et enregistré sur sa caméra une forme lumineuse de couleur bleutée. On essaie de voir si ça ne viendrait pas d'un laser quelconque. Est-ce que vous avez utilisé un rayon laser ou une source de lumière quelconque? Non, on n'a utilisé aucune source de lumière récemment. Regarde, j'ai l'impression que ça recommence. Oh! Regarde, juste là. Puis une autre lumière apparaît dans les gorges avec une intensité suffisante pour éclairer les arbres avant de s'évanouir à l'horizon. Elle ne devrait pas apparaître bleue en vision nocturne. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il n'y aurait pas une source de lumière dans le coin? Parce que si c'est pas un reflet, je me demande bien ce que c'est. Le lendemain matin, l'équipe se réunit pour examiner les étranges preuves vidéo. Cette chose-là, on l'a filmée pendant 45 minutes. Rien de tout cela n'était visible, à part avec les jumelles de vision nocturne. Ça indique 59, 60, c'est froid, c'est beaucoup plus froid que l'environnement immédiat. Si c'était un feu, on aurait dû avoir une mesure élevée de température, mais au contraire, c'était carrément froid. J'ai pas l'impression que quelqu'un maniait une torche à ce moment-là, et vous? Non. C'est plus subtil que ça. Oui, c'est autre chose. C'est dément. L'équipe s'interroge sur les propriétés physiques de l'objet. Si les points sombres sont bien les arbres, ça veut dire que ça se déplace vite. Oui, regardez ça. Oui, ça se déplace rapidement. On dirait que la lumière va vers l'horizon, plutôt qu'elle ne s'élève. Brian Irish ajoute un filtre sur les images afin d'isoler l'anomalie. Si on le regarde ici, en négatif, on voit que le point lumineux s'éloigne à l'horizon, au lieu de prendre de l'altitude. Et voilà. Et au niveau de l'échelle, ça donne quoi? Chris, tu as fait des mesures? Je crois que ce versant-là, sur le flanc de la montagne, fait environ 300 ou 400 mètres de long. La vitesse de la tache lumineuse à l'image comparée à la taille du versant indique qu'elle se déplace anormalement vite. Une photo prise de jour de la zone donne une meilleure idée de l'échelle. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils ont enregistrée. Il y a du rouge. C'est pas un de vos rayons laser? Non. Je ne sais pas ce que c'est. Les caméras de vision nocturne ne donnent que des images en vert et noir. J'ai jamais vu un truc pareil. Et le mouvement est bizarre. J'arrive pas à déterminer d'où ça peut venir. Je n'avais jamais vu de couleur en vision nocturne. Je n'ai enregistré que la fin. Mais tu as vu la lueur bleue? Ouais. Je ne me l'explique pas. Je ne suis pas loin de me demander si ce qui se passe dans ce secteur ne modifierait pas la façon dont fonctionnent nos instruments. Oui, c'est très curieux. Si les données viennent d'une défaillance des appareils, des spécialistes en technologie de l'image seront à même de le déterminer. Princeton Lightwave conçoit et commercialise des équipements vidéo à la pointe de la technologie. Leurs appareils sont si sensibles que les chercheurs doivent porter des protections et des blouses spéciales afin de limiter l'apport de poussière extérieure dans le laboratoire. Le docteur Bora Onat travaille sur les technologies d'imagerie depuis presque 20 ans. Il va examiner les jumelles et l'appareil photo de Dean Singh qui ont servi à enregistrer l'anomalie des Brown Mountains. Ceci est un appareil de vision nocturne de la 3e génération, utilisé généralement par les forces armées. Et sa particularité, c'est de capter des sources de lumière très faibles, de les amplifier et de les convertir dans un spectre visible pour notre œil. Cette paire de jumelles a été modifiée afin de pouvoir y fixer un appareil photo qui enregistre les images perçues à travers les jumelles. Ce genre de procédé est assez efficace pour produire des images de vision nocturne. Rassuré sur la validité du montage pratique de Dean Singh, le docteur Bora Onat invite son confrère Sabir Rangwala pour analyser les images prises à Brown Mountains. Cet enregistrement montre clairement une forme lumineuse se déplaçant au sommet des arbres qu'on voit ici.
On observe aussi un reflet de ce phénomène dans ce coin. On dirait qu'il suit aussi la cime des arbres. Donc j'ai le sentiment que la caméra ne présente pas de problème technique, mais qu'elle rapporte exactement ce qui s'est passé. Mais la confirmation que la sphère est vraiment un objet pose de nouvelles interrogations. Mais comment cet écran vert phosphorescent peut-il produire une image bleue? Cela ne devrait pas se produire, en effet. Et si des électrons modifiaient le fonctionnement de la caméra? Quelle est la source des radiations? La seule hypothèse que je puisse avancer pour expliquer cela, c'est que la source lumineuse possède une énergie supérieure. Puis ils analysent les autres anomalies. Cette tache verte ici semble venir de dessous les arbres, comme si la source venait d'un feu de camp ou d'une lampe torche peut-être. Ils pensent aussi pouvoir expliquer la lumière rouge. Est-ce qu'il y a une LED sur la caméra numérique? Je crois que sur la caméra, il y a un système autofocus. Et en général, les autofocus s'accompagnent de ce genre d'ampoule. Donc en effet, c'est peut-être tout simplement le reflet de l'autofocus enclenché. Cependant, la lueur bleue continue de les intriguer. Le docteur Bora Onat se rend au service recherche et développement du laboratoire pour tenter de reproduire la lueur bleue enregistrée par les jumelles de vision nocturne de Dean Warsing. On a ici un dispositif de monochromateur qui va en gros contrôler la lumière que nous allons envoyer sur l'appareil à vision nocturne. La lumière va passer à travers cette fibre optique jusqu'à notre installation expérimentale. On voit ici la lumière verte passer par la fente de sortie et se refléter sur ce bout de papier. Et en fait, on reproduit le mécanisme qui a été utilisé cette nuit-là dans les Brown Mountains. Si nous réussissons à reproduire la lueur bleue grâce à ce dispositif, nous pourrons déterminer la longueur d'onde de la lumière qui a été enregistrée cette nuit-là par la caméra à vision nocturne. Le docteur Bora Onat observe l'écran LCD de la caméra pour voir si la lumière devient bleue, tandis que ses collègues isolent les différentes longueurs d'onde de la lumière visible. Mais toutes les longueurs d'onde donnent du vert et le mystère reste entier. On a testé toutes les longueurs d'onde du spectre, de l'ultraviolet à l'infrarouge, et on n'a pas réussi à obtenir de lumière bleue. Donc, ce qui a été enregistré par la caméra venait peut-être d'une plus grande source d'énergie, comme des photons, des rayons gamma ou des rayons X. Mais les rayons X et gamma n'existent naturellement que dans l'hyperespace. Aujourd'hui, on n'est pas certain de savoir quelle source lumineuse pourrait produire des rayons X ou des rayons gamma sous cette forme. C'est encore un phénomène inexpliqué. Il est peu probable que la lumière bleue des Brown Mountains soit le résultat d'une intervention humaine. Mais si elles sont générées par une source d'énergie inconnue, d'où celle-ci peut-elle bien venir? Le chercheur de la NASA, Friedemann Freund, pense avoir une réponse. Le docteur Friedemann Freund étudie les lumières mystérieuses, comme celle qui est apparue juste avant le séisme dévastateur de Kobe au Japon en 1995. C'est une photographie qui a d'abord attiré son attention. Une demi-heure avant le séisme, un nuage s'est formé en partant du sol, un peu comme un entonnoir de tornade. Et il s'est élevé dans les airs comme si c'était la fumée d'un feu. Et c'est sans doute le signe avant-coureur d'une lumière qui serait venue du centre de la Terre et qui aurait traversé la croûte terrestre. Le docteur Freund découvre que ce n'est pas le seul exemple de lumière mystérieuse aperçue avant un tremblement de terre. On en a déjà repéré à l'autre bout du monde, au Pérou. Des témoins ont enregistré cet étrange phénomène lumineux à l'horizon, juste après le séisme. Et cette photographie a été prise au milieu de la nuit durant le séisme de Matsushiro au Japon en 1966. Il y a tellement d'exemples dans la littérature de l'Antiquité à nos jours, de témoignages de gens qui ont observé ces phénomènes, qu'on est bien obligé de les prendre au sérieux. Le docteur Freund pense que ces phénomènes lumineux sont liés à une activité sismique et lors de ses recherches, il fait une étrange découverte.
Les roches sont considérées comme des isolants. Mais ce que j'ai découvert à travers mes recherches, c'est que lorsque les roches sont déformées, elles passent d'isolants à semi-conducteurs. Et elles génèrent même des courants électriques qui peuvent s'échapper de ces zones sous pression, ce qui peut entraîner une apparition de lumière en surface. Le docteur Freund réalise bientôt que même une activité sismique normale peut engendrer des effets lumineux. Et il s'attache à valider sa théorie. Cette large dalle de granit représente la croûte terrestre. Et le but est de faire passer le courant à travers la roche. Le docteur Freund mesurera le courant électrique grâce à un fil conducteur. 1 tonne. La presse compresse le granit avec une force incroyable. 4 tonnes. 7 tonnes et demie. Elle reproduit les forces qui s'exercent sous la surface de la Terre. 12 tonnes. Là, on augmente 16 tonnes. 19 tonnes. 20 tonnes. On a 0,94 milliampères. 1,1, 1,2. 30 tonnes. Ok, on peut diminuer. Comme prévu, les forces exercées sur la dalle de granit engendrent une activité électrique à l'intérieur de la roche, la transformant en une espèce de pile. On suppose que c'est ce qui se passe dans la nature. Lors de la friction des failles, l'air est ionisé. Il se met alors à briller, comme le fait un gaz dans un tube fluorescent. À des milliers de kilomètres de là, dans une vallée retirée de Norvège, des scientifiques pensent aussi que ces lumières mystérieuses pourraient provenir d'une source d'énergie inconnue. Ces lumières se déplacent d'ailleurs à une vitesse étonnante. Certaines touchent même le sol. De tous les endroits du monde où l'on a pu observer ces étranges phénomènes lumineux, l'un des plus célèbres est situé au centre de la Norvège. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai! Je les filme! Elle se décompose! Une équipe de chercheurs et de scientifiques d'universités du monde entier étudie les lumières de Hesdalen depuis plus de 20 ans. La première fois que j'ai vu ça, c'était en 1982, le 25 septembre 82. Je me souviens de la date. Imaginez que vous êtes en pleine nature et soudain une énorme lumière apparaît dans le ciel. J'ai été vraiment impressionné. Fasciné par cette étrange rencontre avec les lumières, Erling Strand contacte le département de recherche de son université. Pourquoi vous ne faites rien? Quand il découvre que personne ne fait de recherche sur cet étrange phénomène, il décide de le faire lui-même. D'où viennent ces lumières? Quelles sont leurs propriétés physiques? Elles doivent bien venir d'une énergie quelconque. Alors laquelle? Est-ce une énergie naturelle? Peut-on l'exploiter? Strand se lance alors activement dans les recherches alors qu'aucun de ses collègues universitaires ne peut expliquer le phénomène. En 2002, on a créé les camps scientifiques où l'on accueille de jeunes étudiants. On a beaucoup de matériel, on reste ici pendant une semaine et on essaie d'enregistrer des images, de faire différentes mesures, etc. Ici, les lumières mystérieuses font une apparition aussi soudaine qu'impressionnante. Là! Là! Je l'ai, je fais un zoom dessus. Il y en a deux! Il y en a deux! Là, elle réapparaît. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai! Je les filme! Elle se décompose!
On a fait beaucoup de mesures, on a récolté beaucoup de données, beaucoup d'infos. Mais en fait, plus on a d'informations, plus on a d'éléments susceptibles d'apporter des réponses, plus on a d'interrogations. Comme cette boule de lumière puissante, filmée en 1999. L'élément le plus étonnant de cette vidéo apparaît en grossissant l'image. Une petite lumière apparaît derrière la grande et semble absorbée par celle-ci. Mais les chercheurs ne peuvent que décrire ce qu'ils voient sans parvenir à l'expliquer. Il faut 2 personnes pour surveiller l'Est. Les étudiants et les chercheurs se dirigent vers les différents postes d'observation répartis dans la vallée de Hessdalen dans l'espoir de mesurer le phénomène. On a mesuré des longueurs de 3 mètres, 5 mètres, et ces lumières sont capables d'illuminer le sol pendant des heures. Lumière à 50 degrés au-dessus de l'horizon. Puis ils remarquent quelque chose d'inattendu juste sous l'endroit où apparaissent les lumières. On a remarqué des traces sur le sol, dans la neige. Mais la neige n'avait pas fondu. Donc, il n'y avait pas eu de dégagement de chaleur. On a fait des prélèvements de la neige pour chercher d'éventuelles bactéries. Dans la neige prélevée autour, il y avait les bactéries normales, mais à l'intérieur de l'empreinte elle-même, les bactéries étaient mortes. Cela prouverait que la lumière agit sur l'environnement de manière étrange. Mais là encore, les explications ne sont que des hypothèses. Le radar a capté des signaux venant de l'extérieur. En 1986, les chercheurs de la vallée de Hessdalen filment cette lumière se déplaçant dans le ciel d'une manière jamais vue sur Terre. Elle se déplaçait en faisant des virages à angle droit et à très grande vitesse. Aucun objet qui a une masse ne se déplace de cette façon, donc à l'évidence, c'est quelque chose qui n'a pas de masse. Le radar a réagi très fortement, comme s'il avait détecté un objet solide. Seulement, on ne voit d'objet nulle part. Sur les enregistrements, on distingue plusieurs lumières, des lumières qui se rapprochent les unes des autres, qui se suivent parfois, et quand une lumière se déplace, toutes les autres suivent. On a l'impression que les lumières sont attachées les unes aux autres. Sur notre radar, on a enregistré des vitesses allant jusqu'à 30 000 km/h. Strand n'a aucune explication à avancer, mais d'anciennes archives classées confidentielles renferment peut-être la réponse. Les chercheurs norvégiens ne sont pas les seuls à observer les lumières mystérieuses. Nick Redfern est écrivain et enquêteur d'activités paranormales. Il étudie les phénomènes lumineux depuis des années. Nick s'est entretenu avec de nombreux témoins qui pensent qu'une forme d'intelligence extraterrestre est à l'origine des lumières. Il existe un très grand nombre de rapports où des témoins oculaires relatent leur expérience. Et tous parlent d'une forme d'intelligence qui émanerait de ces boules de lumière, car elles semblent suivre un mouvement délibéré, un peu comme le ferait un avion en vol, par exemple. Parmi ces témoins, on compte nombre de pilotes de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a rapporté un phénomène qui était très similaire aux lumières fantômes et qu'on appelait les Foo Fighters. C'étaient des boules de lumière très rapides qui prenaient en chasse les avions américains, allemands, anglais ou japonais. Et chaque nation pensait qu'il s'agissait d'une arme secrète de l'ennemi, mais ce n'était bien sûr pas le cas. Et l'un des aspects communs entre ces types de lumières, c'est qu'elles semblaient douées d'intelligence. Elles ne volaient pas de façon aléatoire. Elles semblaient pourchasser les avions au point que certains pilotes essayaient de les abattre. Alors que certains pilotes pensent que les Foo Fighters sont des armes conçues par l'ennemi, d'autres confrontés au même phénomène les croient d'origine extraterrestre. Le ministre de la Défense britannique de l'époque charge même une commission d'enquêter sur ces boules de lumière.
La commission d'enquête de la Défense est arrivée à une conclusion étonnante, à savoir que la simple proximité de ces lumières pouvait avoir un effet sur le cerveau humain susceptible de provoquer des hallucinations, des images de choses qui n'étaient pas là en réalité. Le rapport officiel citait alors les phénomènes tels que la foudre en boule, les lumières aériennes non identifiées, c'est-à-dire les ovnis, mais n'incluait pas les vaisseaux spatiaux ou ce genre de choses. En tout cas, il concluait que ces phénomènes pouvaient affecter la perception sensorielle des hommes. À Londres, le ministère de la Défense enquête sur les lumières mystérieuses depuis des décennies, comme l'attestent des documents anciennement classés confidentiels. Un des rapports stipule que ces phénomènes se produisent quotidiennement dans le monde entier et que ces lumières présentent des propriétés aérodynamiques bien supérieures à n'importe quel missile ou avion connu. On les référence alors sous le nom de phénomènes aériens non identifiés, autrement dit, des ovnis. Une des rencontres les plus étonnantes avec un de ces objets volants se produit en 1957. Elle a lieu sur la base aérienne de Manston en Angleterre et implique des pilotes de chasse américains. Le document révèle le nom d'un de ces pilotes de chasse, Milton Torres. Aujourd'hui à la retraite, l'ancien pilote vit en Floride. Il compte parmi les quelques pilotes qui se sont engagés dans un combat aérien contre un ovni. Il a gardé le secret pendant des décennies, mais à présent que le dossier n'est plus classé, il peut raconter librement ce qu'il a vu. C'était le 20 mai 1957. Le temps était très bouché, on ne voyait rien, aucune étoile à cause de ce mauvais temps. Le lieutenant Torres et un deuxième chasseur montent à 9754 mètres en quelques minutes. On a gardé cette altitude. Quand une cible apparaît soudain sur son radar. La cible n'arrêtait pas de bouger. Elle s'arrêtait, elle repartait, elle était très mobile, mais on a décidé de la battre. Le signal du radar était assourdissant. Ça bipait aussi fort que si j'avais été en train de repérer un porte-avions en manœuvre sur la mer du Nord. Les ordres envoyés par le commandement sont très clairs. Feu à volonté sur la cible. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je me disais que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Malgré ses hésitations, il se prépare à frapper. Je l'avais dans le viseur. J'avais enclenché le tir, et peut-être 20 secondes avant le déclenchement, au moment d'appuyer, la cible s'est comme brusquement évanouie. Ce qu'il voit sur le radar lui semble impossible. À ce moment-là, je volais à une vitesse de Mach 0,92, ce qui veut dire que j'étais à 92% de la vitesse du son. Et ce truc allait 10 fois plus vite, ce qui veut dire qu'il allait environ à Mach 10, et il a disparu de mes écrans. Aucun avion ne peut atteindre une vitesse de Mach 10. La tour ordonne à Milton de rentrer à la base. Ils m'ont dit, on t'envoie un homme de l'ambassade pour faire un débriefing de la mission. J'ai compris alors que j'avais affaire au service secret. Torres reçoit l'ordre de ne parler à personne de cette mission. Je venais juste de finir mes études pour devenir pilote. Il n'était pas question que je perde mon boulot, alors j'ai tenu ma langue. Le lieutenant Torres garde le secret sur son aventure pendant les décennies qui suivent. Mais quand les rapports sont déclassés en 2006, il découvre qu'il n'est pas le seul pilote à avoir combattu un ovni. J'ai rencontré beaucoup de pilotes qui m'ont déclaré avoir vu des choses semblables. Des pilotes qui ont vu des lumières mystérieuses. J'ai parlé avec ceux qui ont vu ces phénomènes, et certains m'ont juré que pour eux, il s'agissait d'ovnis, et qu'ils ne pouvaient rien faire. Quant à la chose qu'il a attaquée au-dessus de l'Angleterre, Torres ignore ce que c'est. Ce truc allait vite, plus vite que tout ce qu'on peut imaginer. Le programme de recherche du gouvernement britannique n'a rien révélé de plus. Personne n'est en mesure d'expliquer la nature de l'OVNI attaqué par le lieutenant Torres. Encore une rencontre qui conserve son mystère. Aux quatre coins du monde, des lumières mystérieuses continuent d'apparaître spontanément dans le ciel. Les chercheurs et les scientifiques continuent d'enquêter avec l'espoir qu'un jour,
Le mystère sera enfin résolu.